On est censé être le peuple du livre et malheureusement, très souvent, les Juifs, en tout cas francophones, ont oublié que le livre est le fondement même de la transmission à l'intérieur du judaïsme. Bonjour et shalom, Richard Darmon, micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, pour parler cette semaine, comme nous le faisons plusieurs fois par an, des nouvelles parutions francophones en matière de géopolitique ou d'histoire, parutions en Israël, avec à nos côtés Alain Michel, le directeur des éditions Elkana. Bonjour et shalom Alain. Bonjour, comment allez-vous ? Eh bien, comme tout le monde, on s'efforce d'aller bien. Je voulais rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous êtes historien, enseignant, rabbin du mouvement Massorati, auteur de plusieurs ouvrages liés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Né en France, Alain, vous êtes élève puis collaborateur du grand éducateur, pédagogue et rabbin, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, et puis vous faites à Paris, à la Sorbonne, un doctorat sur les éclaireurs israélites de France, les EIF, puis vous montez en 85 en Israël avec votre épouse et votre premier enfant. Parallèlement donc à vos études en Israël, même en Israël, où vous étudiez au séminaire du mouvement Massorati, qui vous donneront d'ailleurs à leur terme le titre de rabbin, vous créez vous-même des séminaires francophones de l'Institut de Yad Vashem, l'Institut de la Shoah à Jérusalem, devenu au fil des ans l'instance centrale de formation des éducateurs juifs et des non-juifs venus par centaines de plusieurs pays francophones à Jérusalem pour se former sur la Shoah, son enseignement et sa mémoire. Et puis, vous avez créé il y a quelques années, vous allez me corriger, mais ça fait à peu près une dizaine d'années, un peu plus, les éditions Elkana, qui ont la particularité d'être une maison d'édition francophone en Israël. Alors, nous vous retrouvons aujourd'hui, Alain, pour parler de 3 parutions en cette rentrée, des parutions concernant l'histoire et la mémoire juive. Et la première d'entre elles s'intitule « Du Rummel au Kotel, parcours d'une vie ». C'est une sorte de trajectoire personnelle écrite par Georges Fall, qui raconte son cheminement géographique, mais surtout spirituel et identitaire depuis Constantine, où il est né, où il a grandi, jusqu'à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, parmi des centaines de récits de ce genre, puisque cette saga de Georges Fall, en fait, c'est la saga de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier son livre ? Écoutez, d'abord, je pense que Georges Fall est un témoin exceptionnel. D'abord, à cause de son âge, il a quand même 96 ans, il est sans doute un des plus âgés des Constantinois et qui a connu à la fois Constantine dans sa gloire au moment de la présence française, et puis ensuite tout ce qui s'est passé par la suite lorsque ils ont été obligés de quitter en 1962 comme tous les Juifs d'Algérie et de passer par la France puis d'arriver ici. Alors d'abord, je pense qu'il a une trajectoire où beaucoup se reconnaîtront, mais il est également, comment dire, un véritable conteur. Je pense que moi-même, je dois dire que j'étais pas complètement convaincu au départ. Je connais Georges Fall, que tout le monde appelle Boulette, parce que c'était le surnom qu'il avait reçu d'abord au ZEI, puis au DEJ, mais je le connais depuis des années, et je savais qu'il avait comme ça beaucoup d'anecdotes, etc., mais je ne savais pas qu'il avait aussi bien cette manière de raconter, que je connaissais un peu à l'oral, mais qui est également à l'écrit, où les anecdotes ne sont pas que des anecdotes, les anecdotes sont en fait le reflet de l'évolution de cette communauté en perpétuelle évolution, qui passe donc par la période de la colonisation, puis par la période française, essentiellement à Marseille, puisque Georges Fall était installé à Marseille, et puis finalement qui arrive ici en Israël. Et vous savez, il y a parfois des livres qui sont, comment dire, plus exemplaires que d'autres. Bien sûr, beaucoup de gens ont eu des itinéraires parallèles à celui de Boulette, mais il y a la capacité de raconter et de faire
que même quand on est comme moi, un brave juif lorrain qui n'a pas un brin d'origine séfarade, tout d'un coup, on se trouve absolument passionné. D'abord parce que c'est vrai que la communauté de Constantine était quelque chose de tout à fait exceptionnel, je pense, dans le monde juif, et parce qu'il est capable justement de transmettre cela. Et donc c'est un gros livre hein, qui fait plus de 500 pages, mais un gros livre qu'on lit avec beaucoup de plaisir parce que on est complètement plongé dans cette histoire. On rencontre des tas de personnages que les uns ou les autres ont connus. Voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a véritablement... Ah, c'est finalement la verve de cet auteur, Tout et à puis aussi fait. l'originalité de son parcours. En fait, je ne connaissais pas personnellement, mais en découvrant, y compris sa photo, etc., son visage me disait quelque chose. Et vous pouvez nous dire en quelques mots quel était un petit peu en Israël l'itinéraire public de Georges Fall, puisque son visage est connu des francophones israéliens. Alors, d'abord, il a été un des responsables de la collecte pour Israël lorsque celle-ci a été créée en 1967. Je pense qu'il est un des juifs qui a le plus milité pour le développement d'Israël et qui donc automatiquement a créé comme ça un lien entre la communauté juive en France et ce qui se passait ici. Et puis, il est également quelqu'un qui, parce qu'il a été au ZEI, parce qu'il a été au DEJ, a finalement été quelque part le père spirituel de centaines de personnes qui sont venues s'intégrer ici et qui, quelque part, sont des gens qui ont hérité justement de Boulette cette flamme juive extraordinaire, avec aussi un humour qui est décapant et qui permet justement vous parliez de verbe, mais c'est vraiment ça qui permet de se relayer avec ce personnage. Et depuis déjà, lorsqu'il était à Constantine, où comment dire, le module Israël était quelque chose qui était très important, ce qui n'était pas toujours évident dans tous les milieux communautaires, mais il pensait que le lien avec Israël était quelque chose d'indispensable, et à partir de là, il a continué à le développer à Marseille, notamment en travaillant avec le grand rabbin Jossi Truc, Zechono Ivracha, et ensuite il est venu s'installer ici. D'abord, ses enfants sont montés, et puis il les a rejoints, et il est quelqu'un de tellement, comment dire, intuitif du point de vue de son sionisme, qu'il a continué à, comment dire, éduquer des générations de francophones qui venaient s'installer ici en Israël pour leur faire comprendre à quel point ce n'est pas comment dire, une immigration qu'on vient faire ici, mais que c'est véritablement à la fois une continuation de l'être juif que ces gens avaient commencé à ressentir lorsqu'ils étaient en Route-Laretz, mais en la transformant à l'intérieur de cet enthousiasme israélien qu'il sait vraiment particulièrement bien transmettre. Alors, je rappelle aux auditeurs du Rumel au Kotel, Parcours d'une vie par Georges Fall. Alors, Alain, le second ouvrage de mémoire et d'histoire que nous voudrions mentionner aujourd'hui s'intitule De Rhodes, l'île de Rhodes en fait, à Élisabethville. Il est signé par deux personnes, Jacqueline Benatar et Myriam Pimienta Benatar. Il raconte à la fois l'histoire et l'odyssée de la communauté séfarade de l'île de Rhodes, avec des photos assez anciennes et intéressantes et des documents d'archives, et aussi cet épisode assez dramatique qui a voulu que plus de 1600 juifs ont été arrêtés par les Allemands et ont dû quitter l'île en bateau en direction d'Athènes. Et puis ensuite, évidemment, ils ont été déportés à Auschwitz, où la plupart ont péri.
Pourquoi? Parce que l'île de Rhodes était placée sous contrôle de l'Italie à un moment et donc du régime de Mussolini. Et donc, plus de 1500 Juifs ont été assassinés à Auschwitz. Et il y a, d'après ce que on nous raconte dans cet ouvrage fort intéressant, assez original, 161 déportés seulement sur les plus de 1600 qui ont pu survivre au camp d'extermination. Et ils ont essayé de rentrer, certains d'entre eux ont essayé de rentrer en 46-47 à Lille, mais une partie de ces rescapés sont allés rejoindre le Congo belge, où existait déjà une petite communauté juive. Alors, en fait, si j'ai bien compris, cet ouvrage, c'est un ouvrage à vocation universitaire, mais que vous avez lui aussi choisi de publier de par l'originalité de l'histoire qu'il raconte. Oui, alors il faut savoir que, je m'excuse, je vous montrer cela, les deux auteurs ont déjà fait un ouvrage assez extraordinaire. Montrez-le plus haut, un petit peu plus haut, qu'on le voit voilà, bien. Voilà. Qui est donc un mémorial de l'ensemble des Juifs de Rhodes qui ont succombé pendant la Shoah. Et donc, l'idée était de montrer qu'il y a eu quelque chose de très particulier parce que c'est tellement traumatisant la manière dont cette communauté de Rhodes a terminé et a été vraiment rayée de la carte sans pratiquement que personne ne réagisse sur place. On sait qu'il y a des endroits en Grèce où il y a eu vraiment une aide de la part d'un certain nombre de non-juifs qui ont aidé les juifs, mais là, il y a seulement 2 personnes qui ont été reconnues comme Chassidé Omot Olam, comme juste des nations, dont l'un est d'ailleurs un Turc, c'est celui qui était le consul général de Turquie, qui a réussi à faire reconnaître un certain nombre de Juifs comme Turcs pour pouvoir les maintenir à Rhodes et qu'ils ne soient pas déportés. Autrement, il y a vraiment une espèce de solitude des Juifs sans aucune solidarité donc des habitants de Grèce, et on aurait pu, si vous voulez, rester sur cette espèce de de catastrophe presque sans réparation qui s'est passée à Rhodes. Or, l'idée de faire ce livre donc sur de Rhodes à Élisabethville, c'est de montrer qu'il y a eu malgré tout un espèce de miracle qui s'est produit, puisque pour des circonstances qui sont essentiellement des circonstances économiques, parce que aux alentours de la guerre de 14, un petit peu avant, un petit peu après, il y avait des problèmes économiques parmi un certain nombre de gens de la communauté de Rhodes. Les circonstances ont fait qu'il y a un pays qui a commencé à les accueillir, c'est le Congo belge, et il y a en fait presque autant de Juifs de Rhodes qui se sont retrouvés avant 1939 dans le Congo belge et qui finalement ont été sauvés par le fait qu'ils ont reconstitué, j'allais dire, une deuxième communauté, qui était une communauté séfarade, exactement du même type que celle qui existait à Rhodes, mais eux ont été protégés avec quelques aventures parce que comme ils étaient italiens, alors les Belges avaient décidé que c'était des ennemis. L'Italie était l'ennemi de la Belgique puisqu'elle était alliée à l'Allemagne, et donc à un moment une partie se sont retrouvés en prison, etc. Mais malgré ça, ils ont été sauvés par cette espèce d'épisode africain qui a d'ailleurs continué après la guerre jusqu'à ce que finalement, à la suite de l'indépendance du Congo et également les graves incidents qui se sont passés au Katanga, puisque la majorité des Juifs de Rhodes étaient installés au Katanga, tout ça a fait que la plupart de ces anciens Juifs de Rhodes, devenus des Juifs belges du Katanga, se sont retrouvés pour l'essentiel, effectivement, à partir des années 60 en Belgique. Donc, c'est une aventure assez particulière avec ce côté satanique des nazis qui massacrent cette communauté, mais avec en même temps cette résurgence à la fois le hasard, mais également la manière dont les Juifs se sont toujours répartis un petit peu partout entre de nouvelles histoires communautaires, et qui donc
fait que c'est vraiment une histoire extrêmement particulière et très détaillée. Et peut-être je donnerai juste un exemple de détail qui, moi, en tout cas, m'a paru très intéressant. Je pense que nous sommes tous des tintinologues et nous connaissons tous très bien les aventures de Tintin et notamment le deuxième album qui se passe au Congo. Et tout le monde se rappelle cette espèce d'accident de chemin de fer parce que Tintin s'est retrouvé avec sa voiture sur les rails du chemin de fer et puis il y a donc un train qui arrive et qui tamponne sa voiture et donc ça produit un incident et un accident. Et en fait, Hergé a repris cette scène d'une vraie scène dans laquelle était impliqué un de ces juifs de Rhodes qui s'était retrouvé au Katanga. Donc c'est un petit peu drôle de savoir qu'il y a même des détails de cette communauté d'Élisabethville qui se sont retrouvés jusque dans les albums d'Hergé. Alors, dans ce livre assez original, parce que ce que vous nous expliquez, c'est vraiment un cheminement hors du commun, fourmille les détails fournis par les deux auteurs qui analysent comment, selon elles, eh bien, la présence des Juifs séfarades et leur rôle au Congo fut l'un, donc toujours d'après les auteurs, l'un des aspects positifs de la colonisation belge. En quoi exactement ? Alors, parce que les Juifs, en fait, beaucoup d'entre eux ont servi quelque part d'intermédiaire entre la ville où se trouvaient les Belges et puis la forêt. C'est eux qui partaient faire du commerce et ça a même conduit parfois à des mariages, à des conversions de femmes que ces représentants juifs avaient découvert et étaient tombés amoureux Des femmes africaines, en fait. Pardon? Des femmes africaines. Oui, oui, et donc ils ramènent des femmes africaines et ça crée effectivement un lien très positif. Les Juifs sont devenus vraiment quelque part la possibilité de dialogue entre d'un côté les Blancs, les colons, et de l'autre côté donc les Noirs. C'est-à-dire il faut quelque part que ce soit les Juifs qui jouent les intermédiaires pour que ça fonctionne beaucoup mieux. La mission de Guécher j'allais dire, d'envoyer et de liaison, des agents de liaison. Alors, je rappelle à nos auditeurs le titre de ce second ouvrage qui est assez original, De Rhodes à Élisabethville, par Jacqueline Benatar et Myriam Pimienta Benatar. Alors, le troisième ouvrage dont nous parlons en cette rentrée, et c'est un récit encore plus tragique, mais assez émouvant. Il s'intitule Le journal d'Ida Kahn. Il a été écrit en allemand et de février à octobre 1942, il est traduit de cette langue et présenté par l'un des petits-fils de Ida Kahn, Joey Friedman, dont l'une des cousines a retrouvé quelques années après dans une armoire d'une maison familiale, en fait, le journal écrit donc par sa grand-mère. Il s'agit en fait d'un journal à l'issue d'autant plus tragique que sa rédaction était interrompue en 1942 par l'arrestation de son auteur, donc Ida Kahn, par les nazis dans l'agglomération de Merzig dans la Sarre. Alors là… Non, je m'excuse. Oui. Il était originaire de Merzig dans la Sarre, mais ils étaient installés à Alençon, en France. Et donc elle a été, oui, c'est ça. C'est l'histoire qui se déroule dans la partie occupée de la France. C'est cela. Et donc, mais en fait, elle a passé l'essentiel de sa vie en Allemagne, dans la Sarre, et le journal a été écrit donc en allemand. Oui, puisque c'était sa langue effectivement d'expression, et je dirais que c'était la langue interne de la famille, puisque la famille n'est arrivée en France qu'en 1935, lorsque, à la suite du référendum en Sarre et du fait que donc la plupart des Sarrois ont préféré rejoindre l'Allemagne de Hitler, un certain nombre de gens, et essentiellement finalement les Juifs de Sarre, ont décidé de venir en France. Et d'ailleurs, les Français leur ont donné un statut particulier parce qu'en Sarre, on pouvait être soit allemand, soit français, puisqu'il y avait un statut extrêmement particulier de la Sarre entre 1918 et 1935. Et donc, ils se retrouvent à Alençon et peu à peu,
une fois que malheureusement la France est occupée et qu'il y a une espèce de combinaison qui commence à se produire dans le nord de la France entre les mesures de Vichy d'un côté et les mesures antisémites des Allemands, eh bien les enfants de Ida Khan passent de l'autre côté en France du Sud, donc en France qui est encore non occupée à ce moment-là. Et de l'autre côté de la ligne de démarcation. Voilà, exactement, et parce que c'est encore plus facile quand même pour les Juifs de vivre là-bas. Mais Ida Khan et son mari, ainsi que une fille plus des petits-enfants, restent là-bas. Une partie d'entre eux sont arrêtés au moment de la rafle du Veldiv, parce qu'il y a des échos de la rafle du Veldiv qui se font également en province. Et puis, eux ne vont être arrêtés finalement que début novembre. Et effectivement, comme vous le dites, le journal qu'elle écrivait, eh bien, ce jour-là, elle commence à donner certains détails tout bêtes, j'allais dire, sur ce qu'elle est en train de préparer pour le repas. Et tout d'un coup, ça s'arrête au milieu d'un mot parce qu'on est venu les chercher et on va les emmener à Drancy avec leur dernier petit-fils qui habitait avec eux parce que les autres avaient déjà été embarqués avant. Et ensuite, de là, malheureusement, ils vont être envoyés à Auschwitz et ils vont être assassinés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme qui n'était pas, comment dire, n'était pas une grande intellectuelle, était quelqu'un d'intéressant, mais pas une grande intellectuelle, elle se rend compte, début 1942, qu'on est en train de vivre une époque extrêmement particulière dans laquelle il y a une persécution systématique contre les Juifs, et donc il faut absolument qu'elle tienne un journal de cela pour que ça reste dans la mémoire, et notamment dans la mémoire familiale. Et elle va avoir l'intelligence de non seulement commencer à décrire ce qui se passe à partir de février 42, mais elle va faire des retours en arrière. Et donc comme ça, on a l'histoire de cette famille judéo-sarroise qui se reconstitue depuis les premiers événements au moment de la drôle de guerre, puis de l'invasion par les Allemands, jusqu'à malheureusement donc ce qui se passe lorsque Ida, son mari et son petit-fils sont arrêtés et sont déportés. Alors, ce qui est intéressant dans ce journal tenu pendant 6 mois, ce sont, à part ces retours en arrière, ce sont des faits assez quotidiens, des réflexions personnelles d'Ida qui parle à la fois des difficultés, des angoisses et aussi des traumatismes de sa vie sous occupation allemande. Et puis aussi, précise-t-elle, dans l'attente fébrile et angoissée des courriers qui devraient apporter des nouvelles de ses frères. Donc c'est un document, je dirais, assez original, assez intense, dont la famille a décidé qu'il fallait le publier, parce que même si c'est un document privé, c'est ce que précise Joël Friedman pour justifier de sa parution, il dit ceci en exergue, je cite, « Ce journal sur les années noires constitue un document de signification collective et le témoignage d'une atmosphère et d'une tranche de vie tragique en toute chose. » Et c'est pourquoi, donc, vous avez aussi, vous, aux éditions Alcana, décidé de le publier, j'imagine. Tout à fait, parce que je pense que ça fait partie de ce type de documents qu'il faut connaître, qu'il faut lire, et sur lesquels on peut se faire beaucoup de réflexions, par exemple sur l'interaction avec les forces de l'ordre, sur l'interaction avec les voisins. Et on voit que parfois ça dépend des voisins et que ça dépend aussi des autorités. Et de voir cette femme qui est entre deux mondes, puisqu'elle vient du judaïsme allemand et elle se retrouve donc en pleine Normandie à Alençon, et en même temps elle essaye de garder un lien, d'être vraiment le centre qui crée le lien entre tous ceux qui sont dispersés à travers la France et parfois ceux qui sont déjà arrêtés à Drancy ou ailleurs. Alors on a même des nouvelles parfois, et c'est très intéressant, des juifs allemands de sa famille qui sont restés en Allemagne. Et on voit comment également ceux-ci sont peu à peu arrêtés, déportés,
pendant un certain temps, elle réussit à avoir encore des échos, et puis après, on se retrouve devant le grand vide. Alors, une véritable figure familiale qui sort de l'anonymat par le rôle, j'allais dire, central qu'elle joue dans sa famille, ce rôle de témoin. Je rappelle le titre de cet émouvant ouvrage que vous publiez, le journal d'Ida Khan, de février à octobre 1942. Alors, une dernière question, Alain, puisque nous évoquons les trois parutions, les trois dernières parutions des éditions Elkanan. Une question que je voulais vous poser il y a longtemps. Au travers de vos activités, vous êtes à la fois enseignant, rabbin et vous êtes historien, surtout de formation et d'activité. Et là, en tant que directeur des éditions Elkana, vous avez relevé un défi pas du tout facile, qui est celui de maintenir une maison d'édition francophone en Israël, qui publie des livres d'ailleurs pas seulement historiques, mais des livres de société, de la littérature, écrits par les francophones israéliens et autres d'ailleurs, et aussi des études sociologiques, des études historiques. Comment, si j'ose dire, pouvez-vous tenir le coup dans la mesure où vous ne publiez ni en anglais ni en hébreu, vous publiez dans une langue qui est malgré tout, même si elle est parlée ou approchée, dit-on, par plusieurs centaines de milliers d'Israéliens, mais en tout cas, c'est déjà pas facile d'être une maison d'édition au pays, pays mère, j'allais dire, c'est-à-dire en Hexagone, en France. Mais alors, comment tient-on le coup? Et comment relève-t-on le défi d'une maison d'édition francophone en Israël? Écoutez, c'est très difficile, et c'est d'autant plus difficile que j'ai fait le même constat que le constat qu'avait fait Madame Nair, la femme du professeur André Nair, dans les années 80, quand elle m'avait parlé de ça, en me disant on est censé être le peuple du livre, et malheureusement, très souvent, les juifs, en tout cas francophones, ont oublié que le livre est le fondement même de la transmission à l'intérieur du judaïsme. Alors, heureusement, il y a des gens qui continuent à acheter et à lire des livres, mais c'est pas quelque chose de facile. On est obligé de travailler effectivement à la fois sur les francophones israéliens, mais à la fois également sur donc le public général en France. Et si j'étais franc, je vous dirais que la maison d'édition n'est pas ce qui me fait vivre, en tout cas sur le plan économique. Par contre, c'est sans doute ce qui me fait vivre en grande partie sur le plan, comment dire, de mon effet, sur le plan de ce que ça m'apporte, parce que je crois encore beaucoup, malgré tous les changements de l'électronique, etc., au fait qu'on ne peut pas se passer du livre et qu'il faut faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une occasion d'offrir un livre parce qu'on a un cadeau à faire, parce qu'il y a une bar mitzvah, etc., etc., il faut le faire et il ne faut pas acheter que du Kodesh. C'est très important d'acheter du Kodesh, bien entendu, mais il faut également acheter, comment dire, des livres civilisationnels qui permettent à nos enfants, à nos petits-enfants, de continuer à transmettre. Alors, si j'avais plus de moyens, ben, une partie des livres que nous éditons, je les ferai traduire en hébreu et je les éditerai en hébreu. Ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, on conserve cette flamme qu'il est important de continuer à lire et à faire lire. Voilà, donc. Alors, juste un dernier détail, en un peu plus de 10 ans, combien d'ouvrages avez-vous publié aux éditions Elkana? Alors, si je ne me trompe pas, il y en a 43, mais bon, il y en a certains, bien sûr, qui ont été publiés depuis longtemps et qui sont épuisés. Il y en a d'autres qui existent encore, et j'espère qu'aux alentours de Sukkot, nous pourrons faire d'ailleurs un peu une vente exceptionnelle où les livres seront proposés à des prix défiant toute concurrence, mais parce que ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est que les gens lisent. Je pense que c'est la base même de l'identité juive. Eh bien, écoutez, sur ces souhaits que nous partageons et en vous donnant rendez-vous donc à cette vente dont vous allez nous donner les coordonnées, je vous remercie pour votre temps et puis bonne santé, à bientôt et Chag Sameach pour les fêtes de Tishri. Et Shana Tova, Chag Sameach.